Chaque dernier vendredi du mois, nous dressons le grand tableau de bord des marchés avec deux experts à mes côtés. Bertrand Lamiel, directeur général de Portzamparc par Gestion. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Grégoire. Kevin Lenouaille nous accompagne, directeur associé chez Avantgarde Family Office. Bonsoir Kevin. Bonsoir Grégoire. Un mois de mars évidemment marqué par cette guerre dans le Golfe, ce conflit et cette crise iranienne. Bertrand, on va revenir évidemment sur les enjeux de marché, mais un mot de la situation à travers notamment l'indice VIX qui mesure la volatilité des marchés et le graphique de long terme que vous nous apportez, qui remonte à plus de 10 ans maintenant, qui montre effectivement, et c'est assez visible, ce retour de la volatilité depuis le mois de mars. Alors sur des niveaux que vous avez arrêtés autour de 25 pour le VIX, même si au cours de la séance, là, on est tenté d'aller plutôt vers le niveau de 30. Que veut dire ce niveau de stress? Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui et à quoi est-ce qu'on peut se comparer de ce point de vue-là, Bertrand? 25, en général, c'est un peu la borne où on se dit, OK, au-delà de 25, là, les tensions commencent à se matérialiser. Tout le monde est en train de regarder ses petits pour se dire, oh là là, où est-ce que je peux retirer de l'argent? Enfin, c'est le moment où on commence à sentir des tensions. Et en général, c'est ce qu'on a constaté sur les dernières crises, c'est le moment aussi où tous les actifs se recorrèlent. Donc en fait, les endroits où on peut se mettre à l'abri, en général, il n'y en a plus beaucoup. Parce que ça se tend sur les taux, ça se tend sur les matières premières, enfin bref. Donc voilà. Donc on est dans cette période-là et sans avoir vraiment des... alors peut-être juste aujourd'hui, on arrive à 30, mais quand on dépasse les 30, là, c'est qu'on est vraiment dans une période où, tous aux abris. Ouais. Donc ça se fait avec des journées où on peut avoir des marchés concrètement qui vont perdre 2 ou 3 ou les regagner le lendemain. Donc, il y a aussi beaucoup de nervosité sur la volatilité de la volatilité. Ouais. Donc, voilà, on est au milieu de ça. Par contre, ça, c'est ce qu'on constate sur les marchés, enfin, oui, en général, sur les indices. Quand on redescend un cran plus bas, la donne n'a pas véritablement changé. C'est-à-dire que les secteurs qui étaient mal lotis continuent à l'être, et voire encore pire. Et ceux qui, au contraire, s'en sortaient bien, sont toujours présents. La rotation sectorielle, on l'a eu plutôt fin d'année, début d'année, où les banques qui sont les grandes gagnantes depuis 3 ans, 4 ans, sont toujours là. Par contre, les assurances, elles ont lâché le train, là, elles sont retournées derrière. La tech, en fait, la tech, il y a une scission. C'est vraiment les semi-conducteurs. On a connu des belles années avec SAP, par exemple, sur les logiciels. En Europe, on est passé sur ASML sur les semi-conducteurs. Aux États-Unis, on a vu que les 7 magnifiques, elles n'arrivaient pas à accrocher et que c'était d'autres acteurs qui arrivaient, souvent aussi des semi-conducteurs. Et ce qu'on a vu arriver à partir de octobre-novembre, c'est des secteurs énergie, services aux collectivités, télécommunications. Ouais. Donc dans le portefeuille, l'économie dure, quoi. Les actifs tangibles. Les actifs tangibles. Ouais. Et donc, le portefeuille, c'est assez étrange. C'est pas souvent qu'on a ça. Avoir des valeurs de pure tech, très cycliques, avec des valeurs complètement cycliques et capitalistiques. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne. Et ça fait maintenant plus de 6 mois. Et le mois de mars n'a pas changé ces tendances. Au contraire. Même dans la baisse globale du marché. Non. Il y a une surperformance relative quand même de ces secteurs-là. Certains ont pu reculer, évidemment, mais bien très sûr. peu. Les meilleurs sont restés sur des moyennes mobiles 20 ou 50 jours, là où tout le monde est passé en dessous de la 200 ou voire en dessous. Donc, mais non, ça s'est même accentué. Ah ouais, bon. Je reviens sur ce que vous disiez, effectivement, peu d'endroits pour se cacher. Là, je regardais la performance d'un 60-40, évidemment, sur le mois de mars. Donc, évidemment, ça rappelle certains mois qu'on a vécu en 2022, oui. Kevin. C'est la plus forte baisse pour un portefeuille équilibré, actions, obligations, depuis le mois de septembre 2022, je crois, sachant que l'année 2022 a été marquée par plusieurs mois de fortes corrections et de corrélations positives entre ces deux grands marchés, actions et obligataires. Ouais, sur le niveau de volatilité, qu'est-ce que vous dites, Kevin, là, un VIX entre 25 et 30 quelle histoire ça reflète? Le marché, là, chaque jour, est pris entre les doutes et les espoirs, avec en plus un facteur Trump et une communication et beaucoup de postures qui sont très difficiles à interpréter pour les investisseurs. Qu'est-ce que vous dites, là, au bout de 4 semaines là? On dit qu'on ne sait pas, et je crois que c'est ce que représente le marché, c'est ce qu'évoque Bertrand ici. On a un moment, effectivement, qui est très difficile à lire, très empreint de bruit, ce qu'on appelle le bruit auprès de nos clients, c'est-à-dire un bruit
quasiment médiatique, effectivement, avec les interventions de Trump, et on sait qu'on ne sait pas. Et c'est ce que l'on communique aujourd'hui à nos clients. Et le marché, fondamentalement, se trouve pris entre deux feux, puisqu'il considérait effectivement un conflit très court-termiste pour commencer, c'est-à-dire plutôt ce qu'on anticipait même le mois dernier, et le temps étant l'ennemi de ce type de conflit, chaque jour qui passe, vous l'avez dit en introduction, la peine se renforce. Donc, c'est aussi très illustratif de ce que disait Bertrand sur la rotation des actifs. C'est tout à fait vrai qu'on n'a pas de rotation, de nouvelles rotations, en l'occurrence. On poursuit un mouvement qui a été entamé effectivement, moi je le considère plutôt en début d'année, et en l'occurrence ce mouvement il se poursuit parce qu'on ne sait pas quoi faire en réalité. On n'a pas une rupture qui est une rupture aujourd'hui structurelle, elle reste très conjoncturelle dans l'approche des investisseurs, à considérer que le choc peut vite se résorber. Donc dans ce cadre-là, effectivement, on sait peu quoi acheter et on ne sait peu quoi vendre. Le point essentiel sur la volatilité, c'est qu'effectivement, on arrive maintenant sur des niveaux dans lesquels là, rien ne tient. Et on le voit très très bien, le seul actif aujourd'hui qui protège nos portefeuilles, c'est le dollar. C'est le seul actif pour d'autres raisons qui se renforcent. Mais la crise étant aujourd'hui également une crise potentiellement inflationniste, effectivement, les taux ne tiennent pas et ne servent à rien aujourd'hui dans le portefeuille. Alors vous êtes venu avec des graphiques évidemment représentant la performance des indices là depuis ces derniers mois. La guerre coûte cher aux indices européens, vous dites Bertrand, avec un graphique qui montre effectivement, au moins dans les premiers temps, que c'est plutôt l'Europe qui était plutôt en phase de surperformance par rapport aux États-Unis. On parlait, là pour le coup, on parlait beaucoup de cette rotation en dehors des marchés américains. Beaucoup d'investisseurs se projetaient vers d'autres marchés, dont l'Europe. C'est l'Europe qui, pour l'instant, accuse le coup le plus fort. Oui, alors l'euro-dollar a cessé de se dégrader. Enfin, globalement, on est à peu près flat depuis le début de l'année. Et l'Europe, qui avait pris pas mal d'avance sur l'année 2025, en fait, s'est fait rattraper très rapidement, enfin, en termes boursièrement parlant. Alors que quand on regarde du côté des États-Unis, franchement, l'image, elle est pas géniale, quoi. On a été habitué à voir des États-Unis tirés par les 7 magnifiques. L'indice composé des 7 magnifiques, on doit être à moins 12. On citait avant l'émission Microsoft à moins 30 depuis le début de l'année. Donc franchement, ça ne fait pas rêver. Pour autant, voilà, il y a eu un... Depuis octobre, c'est des valeurs qui sont quasiment toutes en bear market, quasiment aujourd'hui. Oui, clairement. Il y a Alphabet qui tenait encore à peu près, qui devait être juste à moins 4. Mais bon, voilà, ça fait pas des performances géniales. Et en fait, ça se passe ailleurs, parce qu'on a quand même 63% des valeurs du S&P 500 qui font mieux que le S&P 500. Donc voilà, sauf qu'elles sont petites. Donc en fait, elles n'arrivent pas à tracter... Et que leur poids n'arrive pas à compenser la baisse de quelques autres, quoi. Ben non, parce que les 7 magnifiques, on doit être à quasiment 30% de l'indice en pondération. Donc voilà, donc quand vous avez un tiers qui ne marche pas... Bon, mais les 2 tiers, du coup, font quasiment mieux. Mais il faut aller les chercher, et souvent, c'est sur des secteurs qui sont petits dans les indices américains. Typiquement, je crois que l'énergie, on doit être à 3 ou 4%. Enfin, je veux dire, clairement, chez nous, c'est Total, on doit être à 8% du CAC ou quelque chose comme ça. Aux États-Unis, malgré le fait qu'ils aient des mastodontes avec des chevrons ou autres, c'est un tout petit secteur pour eux. Donc voilà, mais en stock picking, pour le coup, on arrive vraiment à bien s'en sortir et à marquer la différence, parce que le S&P 500 en euros doit être à moins 3, moins 4%, à peu près comme en dollars. Nous, notre mandat US, on était à plus 7, plus 8. Donc, en fait, et sans faire des trucs géniaux, objectivement. Juste, vous avez choisi de sortir les 7 magnifiques parce qu'elles sont vraiment trop faibles. Vous êtes présent... Déjà, ça évite la sous-performance. Et après, du bon picking avec des dossiers comme Micron ou Seagate, parce que c'est le segment qui marche bien dans la tech, c'est vraiment le segment dur de la mémoire des sociétés hyper cycliques, mais qui, du coup, vous rentrent des performances entre 40 et 80%. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait une partie du job, quoi. Et donc, en fait, oui, c'est un marché qui est un peu spécial, et on n'y est plus du tout habitué. Ça fait au moins 5-6 ans que le S&P Equal Weight n'a pas fait mieux que le S&P 500. Donc, il y a aussi une nouvelle donne qui est en train de se faire là-bas aux États-Unis. Sur l'Europe, quand même, pourquoi est-ce que c'est nous qui accusons le coût le plus lourd sur le plan boursier, j'entends évidemment, Bertrand. Et est-ce que ça change les perspectives qu'on avait en début d'année pour les marchés européens, qui pouvaient bénéficier de valorisations un peu moins élevées qu'aux États-Unis, qui bénéficiaient d'un setup macro plutôt favorable, il faut le dire, avec des plans d'investissement, de la dépense budgétaire en Allemagne essentiellement, et donc l'idée d'une reprise cyclique. Est-ce que cette histoire-là, elle s'est arrêtée au 28 février ?
Non, mais quelque part, les indices européens, ils payent un peu la surperf qu'ils ont eue antérieurement, qui était due à la banque. Parce que là, pour le coup, on parlait de poids des secteurs. Ouais. La banque, c'est un gros secteur en Europe. On est du côté des 16%. C'est une performance depuis 3 ans qui est énorme. L'an dernier, l'indice bancaire, il fait 80%. Mm-hmm. Donc, au bout d'un moment, quand ça tremble un petit peu, c'est quand même très cyclique une banque. C'est quand même ce qui finance une économie. Donc, forcément, les bruits de bottes d'un côté, des sujets sur la dette privée, donc où on voit revenir le spectre, qu'on a connu en 2007-2008 avec les dettes sur l'immobilier américain. Sauf que il y a un effet taille, c'est quand même 10 fois plus petit. Donc, il faut. Oui. Mais ça peut suffire. Rappelons-nous la Grèce, 2% de l'Europe. Fois, on nous dit que c'est pas systémique. Enfin, ça commence toujours comme ça. Non. La classique, cette fois-ci, c'est pas la même. Et donc forcément, là, c'est les banques, c'est un secteur qui s'est renversé. Mais comme il y avait une grosse performance, objectivement, ça reste un secteur haussier. Mm-hmm. Donc ça, il ne faut pas se méprendre là-dessus. Pas casser la tendance. Non, ça n'a pas cassé la tendance. Parce qu'il y avait une telle pente que il en faudra beaucoup plus pour casser la tendance. Il y a quand même un sujet, on se pose des questions sur la croissance. On aura probablement moins de croissance parce que globalement, tout ce qui se passe du côté du Golfe, ça va recréer des tensions sur les chaînes logistiques. Donc ça va, Donc on sait que on va voir, les trimestriels arrivent bientôt. Ce que les entreprises sont capables de nous dire, c'est quand même très récent. L'hypothèse de se dire on fera moins de croissance que ce qu'on avait prévu en début d'année, franchement, c'est pas. Oui, on prend pas trop de risques. Grand clair pour le deviner, oui. Ça, j'entends. Donc donc ça va peut-être recaler un petit peu les niveaux sur les banques, mais on a les banques ont des ratios de capitalisation, des ratios prudentiels. Nickel, ça sert du dividende, bref. Donc, elles ont traversé SVB, Crédit Suisse, attention, etc. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Il faut bien remettre les choses en perspective de ce point de vue-là. Sur cette grande comparaison des marchés boursiers, alors il y a les prix et également les valorisations de ces marchés, Kevin, et vous nous montrez, alors là, c'est une chute assez homogène entre les États-Unis, l'Europe et l'Asie, des niveaux de valorisation, partant des marchés les mieux valorisés qui sont et restent toujours les marchés américains, et puis les marchés plus value qui sont les marchés émergents et européens. Absolument. Pour accrocher ce qui vient d'être dit, globalement, sur le mois, les investisseurs ont fait le choix d'aller vendre globalement les zones qui étaient les plus dépendantes énergétiquement. Je pense qu'il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin, notamment dans les compositions indicielles ou économiques, parce que sur la Corée, ça peut se discuter. Mais globalement, c'est le schéma qu'on a vu. Donc c'est très peu étonnant, effectivement, de voir, l'Europe reculer beaucoup plus par rapport aux États-Unis, parce que, comme le disait Bertrand, elles ont pris de l'avance, ces européennes, et aussi dans la construction des indices. Si on regarde un Eurostock 50, effectivement, on a quand même une dépendance financière industrielle qui est plus importante vis-à-vis d'un S&P 500 qui ne l'est pas. Mais regardons, on change de zone, mais regardons un FTSE. Sur le FTSE, on n'a pas cette difficulté-là qui reste en territoire neutre à positif. Ça dépend à la minute à laquelle on regarde ça. Donc c'est aussi cette composition qui a fait beaucoup. Mais quand on rentre effectivement dans l'indice, en réalité, on a peu de dossiers aujourd'hui, selon nous, qui se sont ouverts. J'en viens à la valorisation après. Ce que montre le graphique, effectivement, très intéressant, il y a plusieurs lectures. En fait, si on a une lecture un peu par réflexe, on se dit quel point d'entrée fabuleux. L'année dernière, à cette date-là, c'est exactement le moment où on appelle nos clients en leur disant c'est maintenant. On ne sait pas quel est le point bas, on ne sait pas quelle est la fin de la volatilité, mais vous ne faites pas une très grosse erreur à rentrer à 19-18 fois les bénéfices sur le S&P 500 anticipés. Aujourd'hui, on est plus prudent. Il y a une différenciation, c'est qu'effectivement, ça recorrige très fortement. Donc c'est Liberation Day. On le voit sur le graphique. La baisse de PE de quelques points, elle correspond à peu près à ce qui s'est passé au moment de Liberation Day en avril 2025. Absolument. Sauf qu'à Liberation Day, on n'est pas encore dans la mode du taco, mais on se dit effectivement, il va y avoir un demi-tour. On n'est pas dans une géopolitique militaire, en l'occurrence. Donc on se dit que le retour en arrière est beaucoup plus facile d'un trait de plume par rapport au bruit des bottes qui vient d'être évoqué. Première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'à l'heure actuelle, les bénéfices par action ne sont pas revus. Donc on a en fait les analystes n'ont pas encore bougé. Exactement. En fait, on a très difficile pour eux, bien entendu. C'est aussi pour ça qu'on dit pas d'achat par réflexe de ce point de vue-là, parce que attention sur les bénéfices par action, on n'a pas refait nos calculs, ils n'ont pas été réajustés. Donc potentiellement votre dénominateur dans le ratio, il va être
très chahuté, en l'occurrence. S'il est chahuté, il va être chahuté à la baisse. Donc, en l'occurrence, ça fait remonter votre ratio. Ça veut dire que votre indice, il peut perdre 10 points sans que la valorisation ne rebouche. Voilà. Maintenant, sur la lecture propre, ce que l'on voit mal sur le graphique, et j'en suis désolé pour l'épaisseur, c'est qu'évidemment, les États-Unis corrigent. Et ça, c'est intéressant parce que malgré un choc qui est plus terne, en fait, les BPA sont recorrigés sur les techs, notamment, pour partie. Donc là, ça se voit directement. Mais ce sont les émergents, en réalité, qui quasiment dessinent un point d'entrée idéal si on devait en venir ici. Et l'Europe, en réalité, le graphique, encore une fois, le montre mal. Mais on ne retrace pas tant que ça, de ce point de vue-là. Et là, on a, pour moi, la crainte, encore une fois, sur les BPA à avoir en tête. C'est-à-dire que le retracement de l'Europe, il n'est même pas à la moitié du niveau. Vous dites que le buy the dip ne peut pas être aussi systématique ou aussi aveugle qu'au moment de libération. Absolument pas, parce qu'on a une implication dans la crise actuelle ou dans le conflit actuel, qui a une implication sur les deux hypothèses, encore une fois, de nos valorisations, je le rappelle, bénéfice par action, donc ça n'a pas été revu, et puis les taux, bien entendu. Ça, c'est la discussion qu'ont les investisseurs aujourd'hui, ce sont les taux. C'est les anticipations de taux de banque centrale. On avait des anticipations qui étaient à encéphalogramme plat sur l'Europe. Elles étaient plutôt à la baisse sur les États-Unis. Et donc, quand vous êtes sur cette hypothèse-là, globalement, le marché aujourd'hui, c'est 2 à 3 hausses de taux d'ici la fin de l'année en Europe. Donc, mécaniquement, votre facteur d'actualisation, il n'est pas terminé. Non, on pourra y revenir évidemment, mais je reste sur l'histoire du taco. Est-ce que trop de taco tue le taco ? Il y a un phénomène d'apprentissage, c'est-à-dire que si le marché refuse de baisser en se disant que il y aura de toute façon un rebond, finalement il se passe rien. Et c'est vrai que là, les marchés actions corrige plutôt gentiment. La chute était beaucoup plus forte entre le 2 et le 9 avril dernier. Alors, les niveaux de taux sont sensiblement les mêmes. On est quasiment à 5% sur du 30 ans américain aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a un phénomène d'habituation aussi à ce phénomène taco ? Est-ce qu'on a moins envie de vendre dans ces phases de stress en se disant, la dernière fois que j'ai vendu, j'ai mis 6 mois avant de revenir dans le marché et j'ai raté tout le rebond, quoi. Alors, ou est-ce que là, c'est une histoire différente, justement ? Je pense qu'il y a les réflexes humains vont pas changer. Donc là, peut-être que certains se disent mais non, il va changer. En gros, j'ai appris, de toute façon, j'ai le cuir épais jusqu'au moment où la cuirasse va céder et tout le monde va vendre en panique et on retrouvera la volatilité, on en parlait tout à l'heure, qui reste en dessous de 30. Voilà. On aura ce moment où, à un moment donné, tout va partir et on aura une journée à -5, -6 et une volatilité qui va monter à 36 ou plus, quoi. Je pense, je serais très étonné qu'on s'arrête là en termes de... Il faut qu'il y ait un moment un peu de climax quand même, un moment un peu de capitulation générale. Oui, la dernière, c'était quoi ? C'est en 93, ça, je crois. J'ai regardé. Le point bas, c'est le moment où les troupes débarquent. Et derrière, le marché repart, quoi. Donc, c'est assez souvent on pourrait avoir ça. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, nous, ce qu'on voit, je le disais, pas de changement sur les techs pour en revenir à ce qui était dit sur les niveaux de valorisation aux US. Je vais bien dans le sens de ce que dit Kevin, parce qu'il y a un autre sujet, c'est que les 7 magnifiques sont des gros pourvoyeurs de rachat d'actions. Or, il n'y a pas d'argent magique. C'est-à-dire que l'argent et les sommes considérables qu'on leur a reproché d'avoir mis pour acheter de la mémoire à Nvidia, pour faire des constructions de centrales électriques ou autres, elles ne pourront pas le mettre dans le share buyback. Elles ne pourront pas le mettre dans le rachat d'actions. Or, ça, c'est un des premiers... Ça a été, pendant les dernières années, le premier acteur, le premier acheteur sur le marché américain, c'était les sociétés elles-mêmes. C'était des centaines de milliards par an que ces boîtes-là rachetaient. Apple, c'était 90 milliards par an pour racheter ses propres titres. Il y avait 1000 milliards de rachats d'actions. Donc là, on est à peu près sûr... Dit autrement, je serais très étonné. Je ne vois pas d'où elle sortirait l'argent. Je veux dire, c'est pas possible, quoi, à un moment donné. Donc ça, ce moteur-là d'achat sur les 7 magnifiques, il va être beaucoup moins puissant. Donc c'est pour ça qu'on ne se précipite pas pour en racheter. Et donc on préfère aller sur ceux qui, pour l'instant, vendent les pelles et les pioches. Vous le montrez là, sur le graphique, effectivement. Alors, Mag 7 versus SOX. SOX, c'est l'indice des semi-conducteurs, le Philly SOX aux États-Unis. C'est ce que vous disiez, ça. Il y a la gueule de crocodile qui est en train de s'ouvrir là, donc, entre ces deux univers. On a le client, le fournisseur. Donc, pour l'instant, ceux qui sont très à l'aise, c'est les vendeurs de... Parce que tout le monde fait la queue pour en avoir. Ils ont des carnets de commandes records. Ça leur permet de continuer à investir et de sortir des puces toujours nouvelles.
Là aussi, est-ce qu'il y a des limites à la croissance de ces boîtes de semi-conducteurs, des limites physiques. On parlait des chaînes d'approvisionnement, on parle des gaz qui peuvent se retrouver perturbés évidemment avec le blocage d'Ormuz, et puis simplement que tous les fabricants de puces, de mémoire vive, vous dites on n'arrive pas à servir la demande telle qu'on le voudrait. Donc en bout de chaîne, on se retrouve avec des composants qui manquent, et peut-être aussi un manque d'énergie, un manque de main-d'œuvre aussi dans l'industrie des semi-conducteurs. Visiblement, il manque quand même beaucoup de gens aujourd'hui si on voulait tourner à plein régime. Tant et si bien que les taux de capacité sont obligés de production dans les usines sont parfois obligés d'être un peu abaissés parce qu'on n'a pas suffisamment de main-d'œuvre pour faire tourner les usines à plein régime. Il y a des investissements. Des problèmes de riches, j'entends. Il y a des usines qui sont en train de voir le jour, et les carnets de commandes qui sont records ne vont pas être servis en une année. Ah bah non. Donc ça restera quand même des sociétés qui vont être sur des taux de croissance à 25-30%. Mais surtout, ce qui va se passer, c'est que c'est les marges qui étaient déjà très coquettes, au-dessus de 50%, qui vont atteindre globalement souvent les 70%. Donc ça rentre aussi dans la composition de la valeur de des semi-conducteurs. Après, il faut avoir en tête que vu de loin, on se dit ok, très bien, je mets tout sur les SMI et en avant, je vais bien dormir. Attention, parce qu'il y a cyclique, très cyclique, les prix et les volumes marchent ensemble. Donc en ce moment, les prix et les volumes montent, donc c'est génial. Mais quand ça se retourne, c'est des boîtes qui potentiellement vont en perte. Ouais. Et il y a un autre sujet, c'est qu'à un moment donné, vous pouvez louper une marche. C'est-à-dire que vous êtes très bien et tout d'un coup, votre puce, il y a le concurrent qui vous double par la droite et qui dit tiens, moi j'en ai une, alors qui ne sera pas moins chère, mais qui sera plus performante. Ou il peut y avoir des solutions pour faire en sorte que elle consomme moins d'énergie, ou qu'elle soit plus performante, des assemblages différents. Donc ça, c'est des choses qui viendront perturber le chemin de performance de ce type de valeur. On en a eu un dernièrement. Là, manifestement, Google a trouvé une façon dans les intelligences artificielles de avoir le même taux de réponse avec une consommation beaucoup moindre de mémoire, 6 fois moindre. Ça se fait le Graal. Ça explique entre autres pourquoi des dossiers comme Micron, comme SanDisk ou autres ont dû perdre 6 ou 7% hier sur un sujet. Alors, de concurrence. L'ambiance générale est déjà pas géniale, mais quand vous avez ce type de nouvelles, des moments comme on a eu avec DeepSeek. Oui, ou DeepSeek, évidemment. Oui, bien sûr. Donc ça, on les a. Alors après, il va falloir encore une fois faire la différence. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Mais c'est pas de tout repos, mais c'est une vraie révolution à laquelle on est en train d'assister, et ça fait bouger pas mal les lignes. Ouais. On parlait, la saison de résultats va assez vite revenir là dans les prochaines semaines aux États-Unis, mais on parlait des niveaux de cash flow des entreprises américaines en l'occurrence. Kevin, oui, là vous le montrez avec, c'est la marge de free cash flow du S&P 500, c'est ça? Absolument. On voit une lente décrue, effectivement, partant de niveaux qui atteignaient les 10%, voire qui dépassaient les 10% il y a encore quelques années à peine. Absolument. C'était faire un pas avec ce graphique-là sur l'historique par rapport au dernier choc inflationniste que l'on avait eu, la réaction des entreprises. Et donc, effectivement, la simple lecture donne à voir, effectivement, des marges qui sont réduites. On ne parle pas ici de marge opérationnelle, en l'occurrence, mais des marges qui, in fine, se réduisent. Et donc ça, dans un monde qui est un monde, encore une fois, inflationniste, concurrentiel, comme ça a très bien été dit, méfiance sur ces niveaux-là. Puisque globalement, ce que l'on dit, c'est que la réserve aujourd'hui, elle s'amenuise. Et si elle s'amenuise en plus dans un univers de taux qui augmente, si vous avez encore des investissements à faire et des surcapacités à pourvoir, ça peut potentiellement poser problème. C'est ça qui fait l'ambiance du marché aujourd'hui. C'est ce qui a été évoqué, c'est-à-dire les entreprises, pour beaucoup, avaient des niveaux de marge de free cash flow qui étaient très élevés, et donc des niveaux de trésorerie, in fine, qui étaient très élevés. Elles dormaient sur des trésors de guerre pour certaines. Elles ne les ont plus, ou en tout cas, elles sont en train de les épuiser sur de nouvelles capacités. C'est tant mieux pour l'investissement et pour le renouvellement de la croissance. Mais si on croit cela avec un choc, non pas cyclique, mais uniquement un choc sur les taux potentiels, le choc peut être très rude, en l'occurrence. Ouais. C'est simplement ce que l'on voulait dire. Avant même de parler des investissements, des capex, des dépenses, il y a aussi la manière dont les entreprises vont absorber ce choc de prix, tout à fait ça, ou ce choc inflationniste, je ne sais pas comment il faut le qualifier, parce qu'on va bien le voir,
même si c'est que sur quelques mois, avril, mai, Bien juin et peut-être un peu plus, seront des mois marqués par une hausse des prix des entrants pour les entreprises. On l'a déjà vu dans les premières enquêtes, là, ça va assez vite. Est-ce que les entreprises auront encore la capacité à répercuter ces hausses de coûts dans les prix finaux ? Exactement, c'est la vraie question qui se pose. En fait, vous avez deux solutions, comme on aime à le répéter. Vous augmentez votre volume ou vous baissez votre prix. Ouais. Vous augmentez votre prix, pardon. Donc là, ça pose une vraie difficulté parce que, encore une fois, quand on a déjà des niveaux de marge qui sont des niveaux de marge historiquement non pas faibles, parce qu'en fait, si on dézoome quelque peu, on verrait des niveaux de marge plus faibles historiquement, mais qui ont déjà été en réduction. C'est-à-dire que l'effort a déjà été fait post-2022 et on n'est pas revenu sur des niveaux de marge incroyables, à part certains secteurs effectivement en boom, ça signifie qu'il va y avoir une vraie goulée d'étranglement. C'est tout le problème, non pas d'une spirale inflationniste, je rentre pas du tout dans ce terme de débat-là, mais effectivement ça veut dire que les entreprises aujourd'hui n'ont pas le luxe de se payer une nouvelle inflation. Le marché, dans sa globalité, n'a pas le luxe de se payer une nouvelle inflation. C'est impossible par rapport aux hypothèses actuelles. Si on rentre dans un schéma tel que celui-ci, ça signifie qu'on retourne potentiellement là vers quelque chose qui est beaucoup plus critique. Ouais. On avait beaucoup parlé de la greedflation pendant l'épisode ukrainien. Les banques centrales documentaient comment certains secteurs, certaines entreprises profitaient de la situation inflationniste générale pour augmenter leurs prix un peu plus et donc tirer leurs marges à l'hausse, reconstituer pour certaines des marges qui étaient sous pression parfois depuis des années dans des secteurs industriels ou autres. On peut imaginer encore ce type de phénomène-là, c'est encore possible. Le client final peut encore accepter ça ou est-ce qu'on est vraiment au bout de cette logique-là ? J'ai pas de réponse absolue sur ça doit probablement être secteur par secteur et en fait c'est on voit des compagnies aériennes qui sont là en train de répercuter assez immédiatement la hausse du prix du fuel, du jet fuel pour elles sur les billets des clients, mais elles ont l'avantage d'être en direct avec le client final et donc pouvoir gérer ça assez vite. Oui, parce qu'après il y a le sujet sur les produits finis. Souvent vous avez une chaîne de production qui est très longue et en fait la répercussion elle se fait sur plusieurs acteurs, sur chaque maillon. Alors après voilà. Le truc, ça va être combien de temps ça dure, parce que vous avez aussi un phénomène de stock et un phénomène de potentiellement sur certaines matières de couverture, qui n'est pas forcément toujours très bien ajusté. Et on peut avoir des effets décalés dans le temps, parce que sous la pression de l'augmentation des prix, vous dites, oh là, bon, alors j'ai mon stock très bien, par contre, comme je vois les prix monter, je préfère me couvrir. Parce que j'imagine qu'ils vont encore monter plus fort. Et donc, je me couvre pour l'an prochain à ce prix-là. Et si l'an prochain, le prix était divisé par 2, trop tard, c'est fait. Donc, les sujets peuvent ne pas arriver immédiatement. Alors après, encore une fois, on a les trimestriels qui arrivent. C'est trop tôt pour en parler. Enfin, je pense que assez peu de sociétés auront de la visibilité pour justement nous en donner, à nous investisseurs. Par contre, oui, c'est potentiellement, ça va être les trimestriels de septembre, où là, on va voir qui est qui. Mais ça veut dire que pendant une ou deux saisons de publication trimestrielle, on va être à chaque fois dans l'expectative, dans l'attente de savoir quelle séquelle ou quelle répercussion cette crise du Golfe pourra encore avoir. Oui, là, on a perdu en visibilité, clairement. On voit bien que l'équation se complique. Probablement, on va avoir des sujets sur la chaîne logistique, comme je disais tout à l'heure, des sujets sur les matières premières qui se répercuteront sur les produits semi-finis. De quelle ampleur, pendant combien de temps et avec quelles conséquences, ça, on ne le sait pas. Donc, du coup, je pense qu'il y aura une certaine nervosité sur les publications. Après, la nervosité, si les indices, si à la prochaine publication, on est 15% plus bas, la nervosité, je pense qu'elle est derrière nous. Et on peut avoir des saluts de finalement, on pensait que ce serait plus médiocre que ça. À mon avis, le sujet, il va plutôt être du côté de septembre, parce que là, on aura eu du temps de la diffusion. Bon, l'été où il se passe jamais rien, c'est quand même plutôt flat. Et là, à la rentrée, c'est là où on peut attendre à voir des changements, parce que là, on aura eu 9 mois et il nous reste en fait les 3 mois de l'année. On verra si les prévisionnels de début d'année, on arrive à les faire sur les 3 derniers mois. Bon, et puis vous parliez des banques centrales tout à l'heure, il faut y revenir, bien sûr, Kevin, avec un graphique qui montre l'évolution, voire le renversement des anticipations des taux directeurs pour les deux grandes banques centrales que sont la Fed et la Banque centrale européenne. Vous montrez avec ce graphique les anticipations qu'on avait en janvier pour l'une et l'autre.
Et vous nous montrez les dernières anticipations, là, quasiment à date de mars 2026. On passe d'un monde où on envisageait évidemment des baisses de taux encore possibles du côté de la Réserve fédérale américaine. Le débat était plus ouvert du côté de la BCE, mais certains économistes n'excluaient pas l'idée que la BCE puisse en faire encore une petite baisse pour la route. Là, on n'est plus du tout dans ce monde-là. On est dans un monde où désormais les probabilités de hausse de taux sont supérieures, voire nettement supérieures dans le cas de la BCE, aux probabilités de baisse de taux qui sont annihilées totalement. Absolument, absolument. Pour moi, c'est deux graphiques, et le troisième en complément, mais les deux graphiques résument juste le mois que l'on vient de vivre. En fait, on change d'environnement potentiel, parce qu'encore une fois, elles peuvent se retracer. Donc effectivement, sur les deux graphiques, vous avez la courbe claire qui sont les anticipations de taux à la fin de l'année en janvier. Donc ça signifie, encore une fois, pas de hausse de taux attendue au mois de janvier. Là, maintenant, à mesure que le conflit dure, on voit entre guillemets, une pontification de cette courbe-là. Et aujourd'hui, sur une BCE, on attend 2 à 3 hausses de taux. Donc 2 à 3 hausses de taux d'ici la fin de l'année. Effectivement, encore une fois, dans les hypothèses de départ que l'on avait, ça joue beaucoup sur nos hypothèses de valorisation. Bien sûr. Donc là, ça va vraiment être à regarder. Sur la Fed, on a un schéma qui est un peu inversé. La différence, c'est que la BCE est en territoire aujourd'hui neutre, on peut le considérer ainsi. D'ailleurs, ça sera sûrement une comparaison qu'on pourra faire avec 2022, puisque comparaison n'est pas raison avec 2022, ça c'est important. Mais le marché tend à se faire peur de ce côté-là. Donc, BCE neutre qui redeviendrait restrictive, et au contraire aux États-Unis, on est déjà en territoire restrictif a priori sur les dernières données d'inflation, et donc le marché considère simplement qu'elle ne pourra pas baisser les taux en l'état actuel des choses. Et ça, encore une fois, ça rebat totalement les cartes. Ça change beaucoup de choses. Par contre, la volatilité de cette courbe, si on devait la regarder, elle est très très importante. On a un réajustement quasiment tous les jours de ce point de vue-là, à mesure que les déclarations se font. Donc on n'achète absolument pas pour l'instant ce type de courbe-là, mais ça change complètement l'ambiance du marché, effectivement. Et on n'a pas les moyens, globalement, d'un marché tel que celui-ci. Comment on est passé d'un monde à l'autre? Alors, l'autre partie de ce graphique montre évidemment les courbes du pétrole, WTI et Brent, les deux grands pétroles de référence sur les marchés. Alors, certes, les prix spot sont très élevés aujourd'hui, mais ces courbes montrent bien ce phénomène de backwardation, comme on l'appelle, même s'il faut aller assez loin dans le temps pour retrouver des niveaux, le Brent qui était autour de 60-70 $ en début d'année, il faut se projeter sur plusieurs années. Tout à fait. Quand on regarde les anticipations de marché, pour imaginer qu'on revienne à ces niveaux-là. Ça veut dire quand même que le marché, dans le pétrole, anticipe qu'on ne va pas revenir tout de suite aux 60 $ début d'année. On a deux lectures. La lecture, effectivement, c'est que le marché continue de considérer que c'est court-termiste. Mais court-termiste, ça commence à durer. Oui, c'est ça. Donc, du transitoire qui dure, quoi. Exactement. Le terme, c'est ça infuse, encore une fois, dans les anticipations. L'inflation va peut-être infuser dans l'économie. Enfin, en tout cas, ce phénomène-là peut infuser dans l'économie. Donc, effectivement, le phénomène de backwardation, il est intéressant parce que, ça répond à ce que l'on disait sur les couvertures. Des couvertures non pas long terme, mais à 18 mois, sont encore possibles sur les niveaux précédents. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle de la chose. Et effectivement, le marché considère qu'on est sur un choc court terme. C'est tout ce que représente, en fait, ce graphique-là. Le marché fait la différenciation. Il avait commencé comme ça en 2022. C'est pour ça que la différence, elle est intéressante. L'élément aujourd'hui que voit le marché, c'est de se dire, en 2022, j'ai un choc qui est un choc d'offres, bien entendu, parce que la Russie n'a plus de capacité. C'est une rupture d'approvisionnement. Exactement. De capacité d'approvisionnement. Mais la différence qui est importante, c'est qu'il y avait un choc de demande préexistant. Ça, c'est la chance que l'on a, entre guillemets, aujourd'hui. Chance. C'est l'économie médiocre, donc je ne sais pas si c'est une chance. Mais effectivement, aujourd'hui, on n'a pas de préliminaire de choc de demande. Donc le marché veut encore croire à la résorption rapide, c'est-à-dire 12 à 14 mois pour y revenir. C'est ce que montre encore une fois ce graphique-là, et pas beaucoup plus en réalité. Là aussi, le différentiel, si on agrège en fait ces trois éléments-là, le différentiel qu'il faut avoir en tête, c'est que non seulement c'est très volatile sur ces anticipations-là, mais encore une fois, la différence avec 2022, elle ne tient pas parce qu'on n'est pas par contre sur les mêmes niveaux de départ en 2022, non, bien sûr. Que ce soit sur les taux ou sur le Brent. On avait tout à faire pour sortir de la zone d'accommodation monétaire et aller vers une zone de restriction. C'est ça. On devait être à moins 0,50 sur l'Europe. Et 0,25 sur la Fed. Bien sûr. Donc globalement, on avait un chemin pour contrer cette inflation qui était plus important, ce qui montre le côté très court-termiste aujourd'hui de la vue marché. Peut-être à tort, on en reparle le mois prochain. Parce qu'évidemment, tous les économistes qui viennent, beaucoup d'entre eux, alors on rappelle Trichet, la hausse de 2008, la hausse de 2011 également, ne l'oublions pas, pour la Banque Centrale Européenne. Mais c'est vrai que quand on écoute les discours des unes et des uns au sein du Conseil des gouverneurs, et quand on voit ce que les traders sont prêts à pricer aujourd'hui dans le marché,
on se dit que ça va être difficile d'éviter une ou deux hausses de taux assurantielles, comme ils le disent, pour s'assurer qu'il n'y aura pas de désancrage, des anticipations d'inflation, même si la bosse peut être vue comme transitoire. Oui, en fait, le problème, il est là, c'est le sujet de la stagflation, où on voit revenir une inflation, mais qui est une inflation importée de matières premières, enfin très spécifique en l'occurrence. Et une croissance sous le potentiel. Avec une croissance qui est quand même pas exceptionnelle, loin s'en faut. Oui, et donc la tentation de se dire, de manière classique, une banque centrale voit arriver l'inflation, hop, je monte les taux. Et donc là, elle se retrouve dans cette tension-là. Oui, c'est ça qui va rajouter ça change l'histoire, du peps sur les marchés. Ouais. Donc le sujet il est là, donc ça veut dire que globalement, nous voyant ça arriver, on se dit attention, il va falloir regarder de très près, notamment du côté des entreprises. En fait, celles qui sont autosuffisantes, qui vont pouvoir se financer, qui vont pouvoir passer le cut. Voilà, là on est les boîtes qui sont fragiles avec des gros niveaux d'investissement à venir. Sauf à penser, parce qu'il y a toujours mais ça, on en voit quand même assez peu souvent, il y a toujours la capacité à aller se refinancer sur le marché. Mais ça, les augmentations de capital, il y en a un peu moins. Sauf dans la tech où... oui, où là, c'est encore possible. Voilà, les poches... on verra peut-être des IPO cette année dans la tech. Les poches sont profondes et même des fois surprenantes. On échangeait avant, mais Nokia, qui est quand même la valeur phare du crack de la tech des années 2000. Ça repart. Nvidia a pris 2,9% du capital en novembre. Ah ouais. Oui, parce qu'ils offrent une solution qui intéresse Nvidia justement pour faire en sorte que ces puces communiquent mieux, plus facilement. Et Nvidia se dit, tiens, tant qu'à faire, vu que je vais lui filer du business, je vais prendre une part au capital. Bon, qu'est-ce qu'on fait là ? Il nous reste 3 minutes, messieurs. Vous le dites, c'est quand même ces moments de stress de marché, un peu de crise, ça permet quand même aussi de nettoyer un peu les portefeuilles, de se recentrer sur les convictions les plus fortes qu'on peut avoir. C'est un peu le sens du message, Bertrand. Alors, oui, faire le ménage, d'accord. Se reconcentrer, attention. Dans un moment de crise, il faut faire attention parce qu'il y a ce côté, ça peut plus baisser, ou j'y vais, j'en remets, et puis derrière, ça capitule. Donc, nous, on est en train de chercher véritablement... il n'y a pas d'urgence à se précipiter. De la diversification intelligente. On ne va pas acheter diversifier pour diversifier. On n'est pas obligé d'avoir... une pièce sur toutes les cases. Par contre, effectivement, au bout d'un moment, on ne peut pas ne pas voir que des dossiers comme les télécoms qui, objectivement, ne font rêver personne, en tous les cas, pas moi, plutôt adepte de la croissance, mais que ça fonctionne bien et que, globalement, il y a les 3/4 des valeurs télécoms en Europe qui fonctionnent bien. Mais qui deviennent chères, non ? Oui, mais en fait, le paradigme est en train de changer, c'est-à-dire que les investissements de la 5G, qui étaient un des cailloux dans la chaussure des télécoms, c'est fait, c'est terminé. Dessus vient se remettre le côté actif stratégique, des sociétés qui sont en train de changer de choses. Et on voit, typiquement en Italie, on a vu Telecom Italia, le gouvernement italien, via une structure qui s'appelle Poste Italiane, reprendre le contrôle de Telecom Italia pour remettre en forme quelque chose de beaucoup plus synergique à son niveau. Orange qui a fait une acquisition en Espagne. Les réseaux, les actifs tangibles, les actifs qui sont moins victimes ou soumis aux questions d'obsolescence. Ça, c'est tout le thème Halo, effectivement. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis après, on continue à aller chercher. C'est pas évident parce qu'effectivement, les absents de ce marché, l'agroalimentaire, c'est compliqué. Dans la santé, normalement, le secteur est éminemment défensif. En fait, il n'y a pas grand-chose qui en ressort. Donc, c'est un peu compliqué. Pour autant, il faut quand même se donner la peine d'aller chercher, même dans des secteurs moins évidents. Kevin, quelles sont les décisions à prendre ou à ne pas prendre là, dans ce contexte ? Ne pas agir par réflexe, effectivement, je pense que ça a été dit, mais c'est une tautologie, mais garder la discipline. En réalité, aujourd'hui, on regarde beaucoup les fondamentaux. Ça nous empêche de faire des mouvements, globalement, parce que on aimerait beaucoup renforcer parfois certaines positions, mais les fondamentaux ne se dégradent pas et les valorisations non plus pour les beaux dossiers. Donc restons disciplinés, restons sur nos fondamentaux. Ça, c'est important.
Le caillou dans la chaussure aujourd'hui que l'on a, c'est la diversification, je trouve. C'est pas le côté picking, c'est même pas le côté action dans sa globalité, parce que la volatilité est encore assez ténue. C'est le côté diversification. Comment être diversifié dans un monde où tous les actifs sont corrélés quand même, d'une manière ou d'une autre? On a vraiment ce spectre, encore une fois, de 2022 qui revient, pas dans les mêmes proportions du tout, mais on voit très bien aujourd'hui que sur l'obligataire, ça ne suffit plus, ça ne tient plus. On a revendu nos positions 10 ans américaines. On ne s'attendait pas à le faire globalement, et on s'attendait encore moins à le faire avec un dollar qui se renforce. Et ça, c'est très représentatif, selon nous, de la difficulté de diversification, parce qu'aujourd'hui, les spreads ont beau s'écarter. On n'y reviendra certainement pas aujourd'hui. Le prix du risque n'est toujours pas payé. Et quand bien même il y a une quantification plus importante, là non plus, les niveaux de taux, le rendement, il n'est pas du tout agréable. Donc c'est pas un screaming buy. Il n'y a pas d'achat évident. Pas d'achat héroïque, c'est ce que l'on dit à nos clients. Si vous n'êtes pas installé déjà sur le marché, oui, c'est très ça devient un peu plus confortable, parce que dans des TRI à 5-10 ans de prospecter avec nos clients, oui, bien sûr, c'est très confortable. Pour nos clients qui sont déjà installés en portefeuille, la question, c'est faire le ménage, oui, mais le ménage, il est censé être fait déjà par le gérant depuis le début. Donc, en l'occurrence, rester discipliné. Et ce que l'on a tendance à faire, peut-être par excès de méconnaissance de ce qui arrive, c'est d'acheter du bêta, en réalité. Achetons du bêta, si vous êtes satisfait de ces valorisations-là, oui, on commence à le faire. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'être avec nous chaque mois pour dresser ce grand tableau de bord des marchés. Kevin Lenouaille, directeur associé chez Avantgarde Family Office, et Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en Par Gestion, étaient à mes côtés en plateau.